Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, président de la fondation Fominique. Avec cet expert socio-économique, nous allons analyser aussi des questions socio-économiques dans notre émission de ce soir. Bonjour professeur Nico Omeyonga. Bonjour messieurs les journalistes. Vous êtes analyste, vous êtes économico-financier. Le Congo connaît de plus en plus de crimes économico-financiers. Et ces crimes-là, en grande partie, ils viennent des officiels. En fait, c'est comme ça que le pays doit fonctionner. Non, je ne vais pas vous suivre dans ça. D'ailleurs, ce serait même faire opprobre au peuple congolais et même à la République. Une République, d'abord quand on parle de la République, c'est d'abord la démocratie. Et on ne peut pas parler de la démocratie sans qu'il y ait état de droit. Et pour qu'il y ait état de droit, il faut que tous, du premier citoyen au dernier des Congolais, soyons soumis à l'autorité de la loi. Donc, dès lors qu'il y a des crimes économiques qui sont malheureusement perpétrés par ceux qui sont censés faire la gouvernance intègre ou la gouvernance tout court, là, c'est que nous sommes descendus plus bas que terre. Nous sommes descendus plus bas que terre. Vous êtes analyste, vous êtes économico-financier. En fait, qu'est-ce que vous appelez crime économique en termes économico-financiers? Crime économique, c'est un crime qui vient ponctionner une bonne partie des ressources qui, en principe, devraient être orientées dans le développement du pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les crimes économiques sont assimilés aux crimes imprescriptibles, les crimes contre l'humanité. Parce que quand on commet un crime économique, c'est-à-dire vous empêchez, vous handicapez, vous émasculez tout ce qui est dans le sens du développement du pays, dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. On ne peut pas imaginer combien ces crimes économiques ont des impacts pervers sur la situation socio-économique aujourd'hui. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, que chaque fois qu'il y a détournement, c'est toujours en termes de centaines de millions de dollars. Alors que nous savons que nous sommes un pays en voie de sous-développement, je dirais même un pays sous-pauvre, qui a besoin de la reconstruction de ses infrastructures, la reconstruction de l'homme tout court, parce que à ce jour, l'homme ou les travailleurs congolais, l'agent congolais est sous-payé, mal payé, parce que les gros des moyens alimentent des crimes économiques, les crimes économiques qui sont perpétrés par ceux qui sont censés nous diriger et faire respecter de manière à ce que la gouvernance, parce que de tout l'État, nous disons que nous sommes un État de droit. Un État de droit, c'est aussi une gouvernance performante, une gouvernance intègre. Mais dès lors, on se livre dans la corruption et la situation économique est handicapée du fait de l'environnement corruptogène, criminogène auquel nous assistons malheureusement. Oui, mais professeur Omeyonga, quand vous regardez ces crimes, en commençant par le verdict incontestable de la Cour constitutionnelle, ce sont des surfacturations. Donc les gens qui savent qu'ils sont en train de voler l'argent, parce que quand quelqu'un surfacture, il est conscient que ce n'est pas ça. Comment vraiment les gens qui sont organisés à produire le bonheur des Congolais, ils peuvent s'arranger dans une structure comme Kangalonzo à surfacturer les achats? Oui, ça c'est un problème. D'ailleurs, il faut ces projets des parcs agro-industriels Kangalonzo, moi, au départ, c'est quelque chose à première vue qui doit être salué. Mais il faut noter aussi que déjà, il y a les péchés originels. Ce projet a été mis en place sans qu'il ne soit budgété. Alors que nous savons que pour des projets comme cela, devrait être budgété, c'est-à-dire avoir ici la voix du peuple représentée dans les institutions habilitées, c'est-à-dire les organes compétents, les organes législatifs. Tel n'a pas été le cas. Déjà, c'est le péché congénital de Kangalonzo. Donc, nous étions déjà en 2020, on avait tiré la sonnette d'alarme pour dire que ce projet ne pourra pas apporter le bonheur qu'on attendait, parce que c'est quelque chose qui a été fait dans l'irrégularité. Et voilà, les conséquences sont là. Oui, les conséquences sont là. Vous voulez que ça passe par la voie officielle, un projet conçu par le gouvernement.
mais approuvé par le Parlement et finalement exécuté. Mais c'était une affaire vite montée avec grand bruit et de l'argent sorti. Tout le monde croyait que le bonheur agricole, désormais le Congo ne va plus importer, mais nous avons commencé, nous avons été déçus. Ça a fait juste un feu de paille et des millions de dollars américains détournés par des Congolais, des Sud-Africains et avec la haute instance. En ce moment-là, on parlait de la rigueur, on parlait du sérieux de l'ancien Premier ministre Matata. En fait, est-ce qu'il était conscient qu'il était en train de ruiner la République ou bien il pensait qu'il n'allait pas être découvert? Non, il était conscient. Je ne serais pas méchant envers c'est un économiste, c'est un professeur d'université du reste. Et il était conscient, il savait ce qu'il faisait. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai, c'est lui peut-être l'acteur principal, mais c'est une corruption, un détournement à grande échelle. Donc il y a des implications à tous les niveaux, du sommet jusqu'à la base. Mais dire qu'il n'était pas conscient, il n'était pas inconscient, peut-être comme on en a l'habitude, on sait que c'est à ce niveau-là que j'interpelle le peuple congolais. Je me suis décidé à mettre sur pied FOMENI, qui serait Fondation Meonganiko, c'est entre autres pour éveiller la conscience du peuple congolais, parce que dans tous les cas, on peut demander de la redevabilité des dirigeants, mais tant qu'il n'y aura pas un engagement citoyen, ces choses pourraient se produire à tout moment. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Parce que les détournements, des crimes économiques qui sont légion dans notre pays, mais la manière dont le dénouement de ces crimes économiques par les instances qui sont habilitées à les faire, c'est-à-dire l'appareil judiciaire, ça ne me donne pas l'impression que tout se fasse de la même manière, parce que tout récemment, on a eu les procès 100 jours. Et ça nous a laissé un goût amer, sinon un goût d'inachevé. Donc, maintenant là, on est avec les procès sur Bukangalonzo. Maintenant, le problème, ce n'est pas de condamner avec 10 ans de travaux forcés, mais c'est dans l'application. Mais il faut s'interroger au départ, est-ce que la procédure a été respectée? Or, si la procédure a été respectée, est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Est-ce qu'on ne va pas encore assister comme procès 100 jours, après quelques mois, après une année, qu'on dise que non, il y a non lié. Matata Pogno n'était pas celui qu'on devrait condamner, parce que les crimes pour lesquels il a été condamné, il a été établi qu'il y a une non-lié. Donc, j'ose croire, et que ce ne soit pas des procès sélectifs. Quand le procès devient sélectif, pour des crimes économiques qui sont légion, et là, ça devient politique. Et je ne veux pas qu'on arrive à ce point-là. Et si on veut vraiment lutter contre la criminalité économique, il faut que ça se fasse de manière générale, parce que le droit d'abord doit être général, impersonnel, et que les résultats, que les rendus de ce procès aient été, je m'imagine, pris au nom du peuple, comme le veut la Constitution. Et si c'est au nom du peuple, il faut que ça soit bénéfique pour les comptes du peuple. Mais si ça s'apparente à un règlement des comptes, à un procès politique, là, je ne suis pas d'accord. Mais moi, j'espère que je ne peux pas polémiquer sur je peux polémiquer sur peut-être la procédure, mais les rendus de justice, les décisions de justice, surtout une instance comme celle-là, donc je ne peux pas y revenir pour parler, mais je note, j'ai suivi son avocat, que si M. Matata Pogno exprime le désir de saisir les instances judiciaires, pas nationales, parce que là c'est déjà clos. Oui. Peut-être il va aller au niveau africain, au niveau international. Bon, dans tous les cas, nous voulons, la justice est là pour la manifestation de la vérité. Si ce procès est arrivé à la manifestation de la vérité, je n'ai pas à reprocher, mais je note qu'il se pose un sérieux problème de légitimité des institutions qui sont habilitées à rendre justice dans notre pays, parce que lui-même, mais c'est ce que vous l'avez suivi, il disait qu'il déplorait que la justice est malade. Oui. Alors que lui, qui est supposé le magistrat suprême, s'il remet en question la justice qui est censée apporter, élever la nation, donc il y a un sérieux problème
il y a une crise de société qui doit être résolue de fond en comble. Et la justice, me semble-t-il, doit être celle qui doit être réellement l'émanation du peuple, celle qui rend au nom du peuple. Et là, ça pourra nous sécuriser et ça pourra garantir l'état de droit auquel nous aspirons. Ça devrait garantir l'état de droit auquel nous aspirons. La sanction, c'est 10 ans ou 5 ans de prison et confiscation de biens. Alors, on nous dit que pour Pamatata, les biens ne sont pas inscrits en son nom. Mais on peut aussi se demander l'origine des biens qu'il a attribués, par exemple, à sa femme, à ses fils. Un enfant, un jeune homme de 20 ans ne peut pas avoir dans son compte des millions. En fait, est-ce que c'était une intelligence subtile de cacher les détournements, de ne pas s'afficher dans les comptes, ni encore dans les avoirs qu'on a eu avec cet argent détourné? C'est ça aussi le travail de la justice. Mais c'est aussi le travail, ce que j'ai toujours, vous savez, avec vous, on a eu à réaliser beaucoup d'émissions sur l'intelligence économique. Donc, c'est à ce niveau-là que les instances habilitées doivent démêler ce qui appartient réellement aux tiers, à la famille, et ce qui appartient à M. Matata. Est-ce qu'il a dissimulé? C'est bien. Ce serait hâtif et tôt, et je n'ai ni qualité ni compétence de dire que ça appartient. Donc, il faut que la justice qui a rendu arrive à éclairer, à nous donner la lumière pour qu'on sache réellement les biens qui seront confisqués, soit les biens réellement de M. Matata. Donc à ce stade, je ne sais pas dire qu'est-ce qui appartient à M. Matata et qu'est-ce qui ne l'appartient pas, mais c'est à la justice et surtout à l'intelligence économique, vous le savez. Aujourd'hui, il y a tout un département au service de l'intelligence, ce que nous appelons ANER, qui est piloté et qui a un département de l'intelligence économique. L'intelligence économique aussi a vocation aussi de nous révéler les crimes économiques, mais aussi de déterminer l'origine des fonds et de l'enrichissement sans cause des hommes politiques dans notre pays. Il faut que ça arrête à un moment, parce que la politique, j'ai toujours dit, aujourd'hui c'est un dimanche, la politique, on fait de l'apostolat, c'est le sacerdoce. Donc on ne peut pas venir en politique pour s'enrichir. Donc moi je voudrais que ce travail qui commence ne pourra être salué que dans la mesure où ça soit global. Parce que les défis sociaux sont globaux et totaux. Donc on ne peut pas arriver à parcelliser ou à particulariser, à personnaliser. Sinon, on aurait rentré les poches. Je pense que c'est un travail qui doit être, c'est vrai, un travail qui doit être mené par la justice, mais doit être accompagné par l'ensemble du peuple congolais et dans un environnement où il y a ne fût qu'un minimum de consensus pour tout ce qui est en train de fait pour que les rendus, les décisions de justice soient non seulement, les décisions ne soient pas seulement légales, qu'elles soient aussi légitimes. Les décisions doivent être légales et c'est un problème de justice. La justice congolaise est malade, le magistrat suprême l'a décrié. En fait, la Cour constitutionnelle a justifié toute sa compétence par rapport à ces faits de juger un ancien Premier ministre pour les faits pour lesquels il était Premier ministre en ce moment-là. Il était à la fois Premier ministre et ministre des Finances, parce qu'au Finances, il y avait un ministre délégué. Mais cette justice est en train de se déchaîner.